Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas qui appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Ovidie. Aujourd'hui, le terme porno féminin est vachement problématique parce qu'on sait qu'il n'y a pas un porno qui plaît aux femmes. Je trouve qu'on ne parle pas assez de sexe dans La Poudre. Ce n'est pas de cul que j'ai envie de parler, mais de la sexualité, de ce que la société en fait, à quoi elle ressemble dans notre culture, dans notre quotidien. Ovidie en parle très bien, et je suis heureuse qu'elle ait accepté de venir partager cette parole dans La Poudre. C'est pas du rêve, c'est pas fun. Ovidie a réalisé plusieurs documentaires brillants où elle questionne les évolutions récentes de la pornographie et ce qu'elle signifie pour les femmes qui y travaillent, pour les femmes qui la consomment. Évidemment, ce que le grand public préfère retenir d'Ovidie, c'est son passage à elle dans cette industrie. Je savais que je faisais un truc marginal et donc j'acceptais la réaction des cons. On la présente souvent dans la presse People comme une ex-actrice porno. Elle est évidemment bien plus, militante, philosophe, passionnée de littérature et éprise de justice. Elle est éclairante sur toutes les façons dont la pornographie infuse dans notre société et pèse sur les droits des femmes. Elle parle très bien du stigma que l'on continue d'infliger aux femmes qui décident de sexualiser leur image. Parce que décidément, on n'en sort pas de cette histoire de maman et de putain. Avec Ovidie, nous avons parlé d'anarchisme, de rhabillage et d'Olympe de Gouges. Ovidie, vous vous êtes longtemps présentée comme une féministe pro-sexe. En fait, vous faites partie de celles qui ont littéralement révélé ce mouvement aux Français avec votre livre Porno Manifesto qui a été publié en 2002, ça remonte déjà un petit peu. Vous faisiez découvrir au grand public Médusée, Annie Sprinkle, Betty Dodson, Dory Lane, des activistes américaines pour qui l'éjaculation féminine, la masturbation et la vulvation sont des outils politiques. C'était une prise de position extrêmement avant-gardiste. Et votre pensée politique depuis a évolué, j'ai l'impression. Depuis quelques mois, vous publiez dans le magazine en ligne Brain une série d'articles qui questionnent ce mouvement. Parce que derrière le slogan « le sexe c'est fun » peuvent se cacher parfois des agressions physiques ou psychiques infligées aux femmes. Et vous écrivez ceci: « Le travail du sexe, ce n'est ni le pays de oui-oui, ni l'ignoble marchandisation du corps. C'est quelque part entre les deux, en réalité. » Est-ce que c'est nécessaire, la nuance quand on parle de féminisme? Je pense que la remise en question, en tout cas, est nécessaire. Je pense qu'elle est saine. C'est vrai que j'ai commencé à me définir comme féministe pro-sexe à la fin des années 90. J'avais commencé à écrire Porno Manifesto vers 99-2000, puis le temps que ça sorte, etc., que la pensée se peaufine. Puis j'étais vachement jeune aussi à l'époque. J'avais, oui, voilà, c'est ça, une vingtaine d'années. Donc... Je pense que c'était, je renie pas du tout, je pense que c'était important de le faire à ce moment-là, je pense que c'était très intéressant aussi de le faire dans ce contexte-là, puisque dans les milieux féministes à l'époque, on ne parlait pas de travail du sexe, on ne parlait pas de porno féministe, on ne parlait pas de tout ça. Dès qu'on commençait à évoquer ces thématiques-là, tout de suite on était considérés comme des traîtresses à la cause. Moi je me souviens, Maître Heurté, à l'époque c'était les chiennes de garde qui étaient très médiatisées, et je me souviens Maître Heurté à beaucoup de féministes, parce qu'elles ne pouvaient pas concevoir que le travail du sexe ne soit pas uniquement l'exploitation pure, etc., et que finalement le travail du sexe c'était du travail, et que donc en tant que travail, le travail c'est pour de l'argent, que c'est pour payer son loyer, qu'en tant que travail ça peut être effectivement aliénant, mais que finalement c'est peut-être pas forcément pire qu'un autre, et que surtout ça mérite des droits, qu'il faut réfléchir sur les droits du travail, que voilà, qu'il y a on va y revenir tout à l'heure. J'ai prévu quelques questions à ce sujet. Donc en c'est tout vrai cas, que cette nuance, cette façon de jamais que ce soit pas tout blanc ou tout noir, quoi. En fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, et
Aujourd'hui, en 2017, quand je réfléchis au féminisme pro-sexe, il y a encore les 3/4 des idées de féminisme pro-sexe auxquelles j'adhère, mais je me permets aujourd'hui de dire attention, méfiance. C'est-à-dire, il y a de la nuance, voilà. Il y a toujours une nuance à apporter quand même. Le sexe, je ne crois plus, en tout cas, que le sexe libère. Ça, c'est quelque chose que pas mal de féministes pro-sexe ont défendu, que j'ai défendu. Et aujourd'hui, je me dis que le sexe est aussi potentiellement une source d'oppression pour pas mal de femmes, et que ça, il ne faut pas le nier. Tout le monde n'a pas besoin ni envie de se libérer, absolument libérer au sens qu'on impose, je dirais aujourd'hui, de se libérer sexuellement. Parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la libération sexuelle? C'est finalement avoir une vie sexuelle réussie. Et c'est quoi réussir une vie sexuelle? Moi je me méfie beaucoup de tous ces termes un peu marketing, genre avoir une libido au top. Il y a une espèce d'injonction à l'excellence dans sa sexualité que je trouve aujourd'hui oppressante. Voilà. Donc je me dis, méfiance. Le féminisme pro-sexe, à la base, c'est le droit de faire l'amour ou de baiser, enfin d'avoir un rapport sexuel avec qui on veut à partir du moment où on est consentante, que le rapport soit rémunéré ou non, tant que le consentement est là. Voilà, le féminisme pro-sexe défend cette liberté-là. On fait ce qu'on veut de notre corps jusqu'au bout. Mais il me semble que le féminisme pro-sexe, c'est aussi le droit de ne pas faire l'amour si on le souhaite aussi, sans être jugé. Ça veut dire que le féminisme pro-sexe peut aussi englober les revendications des asexuels, par exemple, sans les juger, sans leur dire ah bah non, il faut baiser, c'est bien. Faut baiser, t'es 2 fois et demi par semaine pour être dans la moyenne nationale. Et puis il faut faire ci, il faut faire ça pour garder la personne avec qui tu es. Donc voilà, je me dis aujourd'hui, faut se méfier un peu de ça. Et puis c'est vrai que le féminisme pro-sexe revendiquait aussi le fait qu'on ne parle pas suffisamment de sexe dans les médias, qu'il fallait en parler plus et surtout en parler mieux. Aujourd'hui on en parle plus, ça c'est certain, on parle de sexe absolument partout. Est-ce qu'on en parle mieux? Pas toujours. Parfois oui, mais parfois non. Souvent on en parle en des termes mercantiles ou en des termes de performance, mais on n'en parle pas forcément en des termes de libération. On n'encourage pas forcément les femmes à s'épanouir sexuellement, c'est-à-dire à faire ce qui leur fait plaisir. Elles, on encourage les femmes à exceller sexuellement pour satisfaire l'autre. Cocher des injonctions. Voilà, on va essayer de dérouler ensemble le parcours qui vous a permis d'arriver à cette pensée vraiment élaborée et nuancée. C'est ça qui me plaît. Alors, vous êtes née à Lille, si je ne me trompe pas. Vous avez passé une partie de votre enfance là-bas. Quel souvenir vous gardez de cette enfance lilloise? Je suis pas restée à Lille longtemps, je suis partie, j'avais 2 ans en fait. Donc vraiment ça n'a pas duré longtemps, et après je suis partie en Dordogne avec mes parents, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, et puis après un peu plus tard je suis allée en terminale, je suis partie faire une partie de mes études à Tours. D'accord, une enfance provinciale alors? Exactement, une enfance de pécorette. Ouais. Ça veut dire quoi pécorette? Je connais pas ce mot. Une enfance de quelqu'un qui était... j'ai été plusieurs années à l'école communale du village. Il y a une enfance de pécorette. Bon, après, j'étais dans les petites villes de province, mais je me sens aussi à l'aise dans les bois que dans le métro. Et vous en gardez un souvenir agréable? C'est cette école communale, cette ambiance Ouais, franchement, je garde un bon souvenir de mon enfance. Mes parents étaient des parents aimants. Enfin, ils sont toujours d'ailleurs des parents aimants. Ils sont toujours ensemble. Et c'est des parents assez tolérants. Ce qu'on appelle un peu des intellos de gauche, quoi. Voilà, c'est-à-dire ma mère a dirigé des établissements psy pour enfants, mon père était proviseur, donc voilà. Fonction publique, exactement. Ils font partie des gens qui ont gravi les échelons grâce aux études, puisque à la base ma mère est fille de mineur et mon père est fils de mineur et ma mère est fille de cheminot. Donc ils font partie de ces gens-là qui ont réussi à s'élever grâce aux études et qui croyaient dur comme fer à l'enseignement. Ils ont été profs tous les deux, après ils ont dirigé des établissements, mais ils accordaient une très grande valeur aux études et à l'éducation, et voilà. Donc mais je garde un bon souvenir de mon enfance, de mon adolescence peut-être un peu moins, mais voilà.
Et vos parents, ils vous l'ont transmis, ça? Quel type d'éducation ils vous ont donné? Comment ils s'adressaient à vous quand vous étiez petite? Ils m'ont toujours parlé comme une adulte. Ça, c'est quelque chose que je sais parce qu'on me le rapporte a posteriori, puis j'ai quelques souvenirs aussi, mais ils m'ont toujours parlé comme une adulte. Et je pense que c'est ça qui fait que quand j'étais plus jeune, j'étais plus mature. Ça veut pas dire plus intelligente, mais c'est juste que j'étais plus mature. Et d'ailleurs, je suis partie plus tôt que les autres de chez mes parents, et je me suis mariée plus tôt que les autres, et j'ai divorcé plus tôt que les autres. C'est ça, en fait, c'est justement la question que je voulais vous poser ensuite. On dit souvent que vous êtes précoce. Dans les portraits qu'on écrit de vous, c'est un enfant précoce. Alors, on rappelle sans cesse les âges, 14 ans, 16 ans. Bon, je vais pas faire le déroulé, je préfère que vous le fassiez vous-même, si vous en avez envie. Mais vous vous considérez, vous, comme précoce? Vous vivez comme tel? Je sais pas si précoce, je sais pas si précoce c'est le terme, mais en tout cas oui, j'ai fait des choses plus tôt que les autres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je suis partie plus tôt que les autres de chez mes parents, je suis partie, j'ai réalisé mon premier film plus tôt que les autres, j'ai réalisé mon premier film à 19 ans, j'ai écrit Porno Manifesto, je devais avoir à peu près le même âge, je me suis investie d'un point de vue politique aussi très tôt. En fait, moi je voudrais qu'on reste encore un petit peu sur votre enfance, votre adolescence, parce que c'est super intéressant. Vous êtes engagée à 14 ans dans un groupe anti-Le Pen, à 15 ans aux Jeunesses communistes. Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Bon, 14 ans, j'ai fricoté un peu avec les JC. Et 15 ans, j'étais plus dans les mouvances anarchistes, et jusqu'à 18, jusqu'à ce que je devienne Ovidie, en fait. Voilà. Mais vous vous rappelez de ce qui vous animait à l'époque, de quel type de monde vous rêviez quand vous étiez adolescente? Mes parents, ils m'ont toujours transmis la volonté d'un monde plus juste, et patati et patata, d'égalité. Et mes parents, bon, en gros, c'est des SOSDEM, quoi. Et je pense que quand on est ado, on a toujours envie d'être plus radical que papa-maman, quoi. Donc, du coup... le premier pas un peu plus vers la radicalité, quand on a ses parents SOSDEM, on se dit bon bah tiens, je vais être communiste. Puis ma mère, ça l'a fait marrer parce que son père était communiste, il y avait la moitié de la famille qui était communiste, donc bon, je me suis dit merde, c'est pas assez rebelle. Et puis après, donc je me suis rapprochée plus vers, j'étais plus attirée par l'autogestion, par ces choses-là, et à partir de ce moment-là, et par aussi la réflexion féministe. Mais maintenant, comment ça a commencé, je sais plus. Je pense que j'ai toujours eu une espèce de conscience de jamais trop aimé l'injustice, j'ai toujours rêvé un peu je sais pas, peut-être d'améliorer le monde qui m'entoure, même à mon niveau, et puis voilà, je me souviens mon premier engagement politique sur le long terme, c'était les mouvements de 95. Ah oui, c'était les lois Juppé, c'est ça, non? Exactement, et ça avait duré longtemps, hein. Faut se rappeler que le mouvement social avait duré super longtemps. Le lycée, tout, c'était très très fort. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais peut-être 2 mois quand même l'affaire, un truc comme ça. Et moi, je me souviens que c'était une révélation, c'était quasiment mon activité à temps plein, j'allais plus au lycée, et puis on passait notre temps en manif, et puis surtout, vu qu'on allait en manif, on passait notre temps à discuter, à échanger politiquement, et pour moi, ça a été un petit moment de révélation, je pense, ouais. Vous vous sentiez à l'époque femme? Vous étiez devenue femme? Je sais pas si je me posais la question en ces termes. Femme, je crois pas. Je crois pas parce que j'avais une mentalité un peu de garçon manqué sur certains points. Et d'un autre, j'étais quand même fière d'être une fille. Il y avait un truc de ce niveau-là, quoi. Je pense qu'il y avait peut-être une petite pointe de misandrie quand j'étais ado, quoi. Déjà, il y avait une forme de méfiance et de défiance aussi vis-à-vis du genre masculin. Vous faisiez le lien entre l'oppression qui peut être l'oppression de classe que dénonce le marxisme, les mouvements que vous épousiez, et le féminisme? Pas encore tout à fait. Je dirais que ça s'est vraiment précisé au contact de groupes anarchistes, où là il y avait des féministes, des anarcho-féministes, il y avait des groupes de réflexion, il y avait des échanges à ce niveau-là. Et là j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais je pense que j'ai développé, j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule, j'ai développé ma propre petite pensée dans mon coin, je m'intéressais à des icônes que je trouvais très sexuelles et
qui s'auto-sexualisaient. En tout cas, moi C'était j'aimais bien... à l'époque, moi j'aimais bien Courtney Love, j'aimais bien Nina Hagen, puis après dans les trucs plus pornographiques, on va dire, j'aimais bien Lydia Lunch, qui avait fait quand même des trucs assez poussés avec Richard Kern. J'aimais bien Annie Sprinkle. C'est à ce moment-là que je commençais à découvrir dans les fanzines, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, donc c'était dans les fanzines. Et ça se méritait, hein. Franchement ça se méritait quoi. Aujourd'hui on trouve tout quoi, mais franchement à l'époque ça se méritait. Trouver de la doc et tout, fallait commander son zine, enfin c'était compliqué, il fallait envoyer un chèque, une enveloppe timbrée, enfin bon, bref. Mais ouais, c'est à partir de ce moment-là que je commençais à m'intéresser à tout ça et à me dire mais merde, en fait c'est pas si... Il y a moyen de faire quelque chose avec la sexualité sans que ce soit forcément oppressif et sans que ce soit oppressif. Sans que... Enfin voilà, il y a quelque chose à développer, même au niveau de la question du travail du sexe, parce que je me disais, mais un truc qui aujourd'hui va un peu de soi dans les mouvements militants, mais qui à l'époque n'avait pas de soi, c'est que c'est des travailleuses, les meufs, ou les mecs d'ailleurs, c'est des travailleuses, donc à ce titre, on est censé les défendre comme tout le monde. Elles doivent avoir des droits, en fait, elles doivent être protégées. Elles doivent être protégées, exactement, et ça veut pas dire, les défendre, ça veut pas dire encourager... ce système-là, ou encourager les clients, ou encourager les macros quand il y en a. Ça veut dire les aider, elles, quoi, dans leur... Donc voilà, et moi, ça me semblait être une évidence, mais à l'époque, c'était pas évident. Ça vous animait déjà à l'époque? Ouais, moi, je me souviens, mais un détail, mais vraiment une scène qui m'a marquée, mais à vie. Je me souviens, un jour, on était dans Tours, et j'étais avec 2 autres personnes qui étaient militantes, enfin, c'était 2 mecs, et on est passé dans le quartier où il y a toujours des putes, etc., et dans le centre, des putes assez âgées, je sais pas si elles y sont toujours, enfin c'est toujours ce quartier-là, mais... Et je me souviens, il y avait un des mecs qui passe devant et qui dit on devrait leur accrocher un panneau non à la marchandisation du corps. Et là je me suis dit, ils sont plus cons que cons, quoi. Et je sais pas, je devais avoir 17 ans peut-être à l'époque, et je me suis dit, mais ça va tellement pas cette phrase. Ça va tellement pas, quoi. Et voilà, je pense que ça... Puis vu que j'aimais bien... Franchement, je m'intéressais au cul, j'aimais bien le cul à l'époque, parce que j'étais en pleine période de découverte et tout, qu'il y avait plein de trucs que je trouvais rigolos, et je comprenais pas que... Enfin voilà, qu'on puisse condamner quelqu'un pour ses choix sexuels. Et vous vous mariez à 18 ans. Ouais. Ça m'a fait quand même un peu tomber de ma chaise quand j'ai regardé votre biographie. Ça paraît un peu contradictoire d'être dans un mouvement libertaire de revendication féministe et puis de se marier si jeune. Bah après, ça dépend de quelle conception on a du mariage. Après, je me suis mariée tôt, mais j'ai divorcé tôt. Hein. J'ai divorcé à, je sais plus, 23, 24, enfin quelque chose comme ça. Je me rappelle plus de la date, mais je regrette pas, premièrement. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie d'un moment de ma vie, je regrette pas, mais non, mais faut comprendre un truc qui est peut-être pas évident quand on se dit elle fait du porno machin et tout, c'est que moi j'ai toujours été plutôt monogame en fait, même si à la fin du mariage voilà il y a des choses qui s'effritaient, bon voilà, mais moi j'ai toujours bien aimé la structure du couple ou la solitude. Mais j'aime bien être seule ou avec une personne. Mais donc du coup, quelque part, cette notion d'engagement et de trucs comme ça me... Quelque chose qui vous convenait. C'était quelque chose qui me convenait. Et après, c'est pareil, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a plein de gens à qui ça ne convient pas, pour qui c'est étouffant, pour qui... mais il y a des gens à qui ça convient. Il y a des gens... Moi, franchement, j'ai plein de potes qui sont polyamoureux, polyamoureuses. J'applaudis des 2 mains, je trouve ça super cool. Franchement, quand ils m'expliquent le truc, en plus, c'est des gens qui sont très respectueux entre eux, en général, beaucoup plus que les infidèles. Les infidèles, c'est un autre business encore, quoi. Là, je veux dire, c'est sincère. Le polyamour, c'est un truc super sincère. Et en général, ils font toujours très attention à ne pas heurter l'autre, à être toujours honnête. Donc, moi, le polyamour, je trouve ça génial, sur le papier et tout. Maintenant, je pense qu'il faut tous qu'on ait nos propres limites. Et moi, je sais que je ne suis pas en situation de sécurité affective suffisante, et peut-être que je le serai jamais, pour, par exemple, être polyamoureuse. Donc non, moi, le couple, ça me convient. Ou alors la solitude, j'ai pas peur de la solitude. Je peux rester des années sans être avec quelqu'un. Ça me dérange pas. Vous avez fait de la philo aussi à la même époque, vous faites un doc de philo.
Ouais. Quel est le rapport Vous avez écrit un livre d'ailleurs avec un philosophe, avec Francis Métivier, ça s'appelle Sexe et philosophie. Ça a quoi à voir, le sexe et la philosophie? Bon, ce que je trouvais, le projet de Sexe et Philo, déjà c'était un projet de Francis Métivier, donc on va rendre à César ce qui est à César. Ça venait pas de moi, mais je trouve intéressant le fait que la sexualité c'est quelque chose qui est très peu pensé dans la philosophie, qui a été très peu abordé. La question de l'amour beaucoup plus, la question du corps en tant que tel aussi, mais finalement la question du sexe, pas tant que ça, donc je trouvais ça vachement intéressant de réfléchir là-dessus. Après, j'ai pas fait philo super longtemps, hein. Je suis allée jusqu'au DUG et après j'ai continué en lettres, mais bien plus tard, quand j'ai repris mes études bien plus tard, et jusqu'à la thèse que j'espère soutenir avant mes 70 ans. Ah bon, mais je savais pas qu'il y avait une thèse qui couvait. Si, mais non, mais là je jure, je soutiendrai avant mes 40, je le jure. Bravo. Voilà, je me suis fixé ça comme objectif. Un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais j'avais la sensation, un goût d'inachevé en fait, et je me disais, je suis pas allée jusqu'au bout du truc, et je me suis fixée comme date butoir mes 40 ans, et je me suis dit, il faut que je soutienne cette putain de thèse avant mes 40 ans, sinon j'aurais l'impression d'avoir laissé des choses en rade derrière moi, et donc il a fallu que je valide mon master à 30 je sais pas combien, il a fallu que j'aille valider Je suis en train de faire un master, moi c'est aussi. vrai, c'est dur de reprendre ses études à ce moment-là, je trouve, mais quoique c'est vachement bien aussi, ça restimule intellectuellement, quoi. Ça fait du bien, mais ouais, il a fallu que j'aille repasser mon master, que j'aille... Mais oui, donc ouais. Et c'est quoi la thèse? Ça, c'est une thèse de lettres en revanche, hein. J'avais fait un mémoire, je vais dire quelque chose de plus facile à avouer, hein. J'ai fait un mémoire sur Nelly Arcan. Ouais. Donc voilà, on peut dire, on voit une cohérence, etc. La thèse est plus complexe, c'est l'influence du corps et du biologique sur l'écriture. En quoi la dimension biologique de notre corps a une influence sur notre production écrite. Et vous pouvez rappeler pour les auditrices, auditeurs, Nelly Arcan? Alors Nelly Arcan, c'était une auteure québécoise qui s'était fait connaître pour un premier roman qui s'appelait Putain, qui avait été édité au Seuil, et qui était une sorte de... C'était son carnet de psychanalyse, où elle racontait une époque où elle était à la fois... C'est de l'autofiction, c'est pas vraiment une biographie, mais où elle racontait l'époque où elle était escort girl et en même temps étudiante en lettres. Et son livre, finalement, s'appelle Putain, mais parle peu ou pas de sexualité. Ça parle plutôt de tout ce qu'elle a dans la tête, de cette espèce de grand bordel qu'elle a dans sa tête à ce moment-là. Et c'est un livre qui est très violent et très... et assez bouleversant. Et après, elle a écrit plein d'autres choses. Elle a écrit Folle, elle a écrit À ciel ouvert, des choses qui n'ont rien à voir avec la prostitution. Et c'est une femme qui a mis fin à ses jours à l'âge de 36 ans, parce que, et ça c'est mon interprétation, on ne l'a jamais sortie de son image de putain. Et moi j'ai vu beaucoup d'émissions qui ont été tournées au Canada, même des années après être sortie de putain finalement. Et ben on la renvoyait toujours à la pute et on l'enfermait là-dedans. En plus c'était une femme très belle, blonde, donc son physique et son passé de putain venaient aveugler finalement le lecteur et le spectateur, et c'est une femme qui n'a jamais pu de son vivant, parce que maintenant c'est différent, mais qui n'a jamais pu de son vivant être reconnue comme une écrivaine à part entière. Et cette souffrance et cette stigmatisation, elle a été telle qu'elle a fini par se pendre. Et aujourd'hui, on l'étudie en fac, à Montréal, etc. Elle est beaucoup plus rentrée, elle est beaucoup plus institutionnalisée, voilà. Mais à l'époque, c'était jamais qu'une putain dans la tête des gens, voilà. Donc son parcours m'a beaucoup touchée parce que finalement, il y a eu beaucoup de similitudes avec le mien. Justement, je voulais en revenir à votre parcours. Quand vous décidez de devenir actrice dans des films à caractère pornographique, c'est une démarche très volontaire de votre part. Vous postulez chez Dorcel, vous étiez majeure, hein, c'est une décision qu'on vous a proposé de mûrir, que vous avez mûri. Est-ce que vous aviez conscience de choisir un métier qui fait jaser, un métier qui fait chier la société? Est-ce que c'était déjà dans votre tête? Est-ce que c'était dans votre tête tout court d'ailleurs? Oui, mais... Oui, bien sûr que je pense même que c'était une des motivations premières, hein. Il y avait une jubilation dans le fait de faire un métier aussi détesté, aussi méprisé. Faut replacer dans le contexte, je me faisais insulter dans la rue, je me faisais insulter à la fac, c'était terrible, mais
à partir du moment où on fait c'est un peu comme quand on est punk et qu'on a une crête, forcément les gens ils nous regardent et puis éventuellement ils nous insultent, quoi. Là c'est un peu... C'était un peu ça, c'est-à-dire je savais que je faisais un truc marginal et donc j'acceptais la réaction des cons, quelque part. Ça faisait partie de l'accord tacite, quelque part, de dire je fais chier, il va y avoir une réaction. Ce que je n'avais pas anticipé, dans ma grande naïveté, en plus on est dans une période pré-internet, il faut quand même le rappeler, c'est que je serais marquée au fer rouge toute ma vie. Et quand on a 18 ans, on s'en rend pas compte. On a beau savoir que c'est un métier condamné, que forcément ça va à l'encontre de ce qu'est censé être le rôle d'une femme dans la société. Mais franchement, je pensais pas que cette violence durerait aussi longtemps. Enfin, je veux dire, là, je sais pas, ça fait plus de 15 ans que je tourne plus un truc comme ça, et c'est tout le temps ça qui revient. Et c'est... Alors que pourtant, vous avez très très vite réalisé. Vous avez donc 19 ans, enfin à peine un an après avoir commencé à tourner en tant qu'actrice, vous passez derrière la caméra. D'ailleurs, vous réalisez encore 17 ans plus tard, alors que vous n'avez été actrice que finalement 4 ans, c'est ça, si je me trompe pas En fait, moins que ça, parce que j'ai fait un film en 99, puis j'ai rien fait pendant des mois et des mois et des mois. J'en ai refait 1 ou 2 ou 3 en 2000. Après, le moment où j'ai vraiment tourné, c'est 2001. Et puis à la fin de 2001, j'ai commencé à arrêter. Donc officiellement, ça s'est arrêté en 2003, mais 2003, j'avais fait que quelques scènes lesbiennes. En tout cas, proportionnellement, votre carrière de réalisatrice est bien plus importante, bien plus longue que celle d'actrice. Dans tous les cas, on vous en parle, j'ai l'impression, un peu moins souvent. Est-ce que ça a été facile de vous faire respecter, de vous imposer comme réalisatrice dans ce milieu-là ? Non, mais ça a duré longtemps, hein, et même il y a encore des mecs dans ce métier. Après, ça a un peu changé parce que ça fait longtemps que je suis là et que j'ai fait mes preuves et machin, et que tout le monde est au courant maintenant de notre métier, que les films, c'est moi qui les prépare, on est 2 à cadrer, donc c'est moi qui les cadre en très grande partie, et que je les monte seule toute dans ma piole, quoi. Donc que je fais vraiment tout toute seule, et que maintenant les gens le savent. Voilà, à l'époque, ils pouvaient se dire oui, elle signe le film. Là maintenant, je veux dire, ça fait 17 ans, les gens ils sont au courant quand même que c'est moi qui fais mes films jusqu'au bout, quoi. Et même dans le milieu du documentaire, pour ceux qui sont au courant que j'en fais, ils savent que je suis contrôle fric, et que donc je suis là de la première étape jusqu'à la dernière, et que voilà. Mais non, je savais. Mais à l'époque, vous avez 20 ans, vous êtes connue pour votre travail plus d'actrice, et d'un seul coup, vous prenez la caméra dans les mains, votre movie s'appelle Orgie en noir. Ouais. Mais en fait, c'est surtout les films d'après. Enfin, je vais essayer de décrypter un peu votre filmographie. En tout cas dans le porno. Et par exemple, il y a Le Baiser, qui est le premier film hétéro sur Canal+, qui montre une scène de bisexualité masculine en 2015. Et là, vous venez de terminer un film qui s'appelle Les Prédatrices, qui est carrément un film misandre. Est-ce que vous cherchez à déstabiliser les hommes ? Même si la misandrie est en partie un mythe, hein. C'est comme le racisme anti-blanc, c'est un mythe. Mais rappelons-le. Ouais, rappelons-le, voilà. mais est-ce que votre cinéma, il cherche un peu à déstabiliser, à brouiller un peu les repères du public masculin du porno. Il a évolué en 17 ans. C'est sûr, le premier film que j'ai fait, vu que j'avais 19 ans, on me faisait pas complètement confiance, donc j'ai pas eu les rênes du film, faut être clair. Je veux dire, je me suis imposée comme j'ai pu, j'ai bataillé pour m'imposer, pour faire le max. Mais maintenant, j'ai dû faire vachement de concessions parce que voilà, on se disait, non mais attends, on filme un budget à une nana qui a jamais réalisé. Donc quelque part, je peux comprendre mes craintes, hein. A posteriori, sur le coup, moi j'étais scandalisée. Oui, on me laisse pas faire ce qu'on... Mais bon, a posteriori, je me dis, je peux comprendre qu'ils aient flippé. C'est seulement vraiment à partir du 2e film que j'ai commencé à faire un peu plus ce que je voulais. Le 3e film, c'était un film d'éducation sexuelle. Donc, on est en 2001 à peu près. Je me souviens, on a fait des trucs qui peuvent paraître pas grand chose, mais qui étaient vachement novateurs pour l'époque. On a tourné une scène avec un préservatif féminin, avec un fémidome. Ça, autant dire qu'on n'en voit juste jamais dans le porn d'habitude. Une avec une digue dentaire aussi, pour montrer comment ça fonctionne et tout ça. On parlait de règles, on parlait de plein de choses. Enfin, on parlait vraiment de plein de choses qu'on voyait pas dans le porn habituellement. Donc je dirais que c'est à partir de ce moment-là, vers 2001, que j'ai commencé à transmettre mes messages un peu plus. Puis après, ça a évolué en 17 ans avec des choses un peu plus revendiquées. Le milieu porno-féministe a vachement évolué parce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées aussi au début des années 2000, comme Erika Lust, comme Shine with Houston. Après, il y a eu une 3e vague à partir de 2010 de nouvelles réalisatrices qui
qui utilisent des outils numériques que nous, on n'avait pas à l'époque. Enfin voilà, donc c'est un milieu qui a évolué, qui a pu se radicaliser aussi. Et voilà. Alors qu'au début, il faut quand même savoir que le porno féministe, même Candidat Royal, au début, on devait dépendre des moyens de diffusion du porno mainstream. Donc, il fallait une boîte de production qui produise le film, qui le diffuse, évidemment. Sinon, c'était... Exactement, donc il fallait faire un minimum de concessions. Et puis on tâtonnait aussi à l'époque. Nous, on n'avait pas trop honte à l'époque d'appeler ça du porno féminin. Aujourd'hui, le terme porno féminin est vachement problématique parce qu'on sait qu'il n'y a pas un porno qui plaît aux femmes et que 30% des spectateurs de Gonzo sont en fait des spectatrices. Enfin, donc on ne peut plus parler de porno féminin. C'est un non-sens. Mais à l'époque, on pouvait utiliser ce terme-là. Candidat Royal employait ce terme-là. On cherchait à représenter les différentes formes de plaisir féminin à l'écran, présenter une variété. Bon, après, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui théoriquement étaient problématiques. On a évolué, et voilà quoi. Et donc on arrive donc en 2002 avec Porno Manifesto. Donc vous devenez une figure éminemment médiatique. Et donc vous faites vraiment émerger en France la question du féminisme pro-sexe qui était vraiment très peu connue, mais aussi la question du travail du sexe sur laquelle vous revenez régulièrement depuis tout à l'heure. Et je m'en réjouis parce que ça paraît assez évident au fond que le droit du travail et uniquement le droit du travail doivent régir la façon dont travaillent les personnes de l'industrie porno et de la prostitution. Pourtant, c'est loin d'être évident. Quand on regarde les candidats à la présidentielle, par exemple, de 2017, c'est quasi 100% abolitionnistes. Ces questions, elles n'avancent pas dans la société, elles sont complètement bloquées, à votre avis, alors que ça fait presque 20 ans qu'elles sont portées par des associations comme le Stras ou... Mais moi, je trouve que ça avance. Ah, super. Ouais. Cool. Je trouve que ça avance, peut-être pas politiquement, là, parce qu'on voit par exemple que la France s'est calquée, par exemple, récemment au modèle suédois sur la prostitution, etc. Donc peut-être que à ce niveau-là, au niveau des lois, ça avance pas beaucoup, mais en tout cas, au niveau des mentalités, je trouve que ça progresse. Dans les mentalités des gens, je trouve que... déjà aujourd'hui il y a le Stras, voilà. Quand on revient en 2002, il n'y avait pas le Stras. Peut-être expliquer rapidement le Stras. C'est le syndicat des travailleurs du sexe. Des travailleurs sexuels, je ne sais plus quelle est l'appellation. Mais vous expliquer à peu près leur travail, leur militantisme, parce que c'est important, je pense, ce qu'ils portent. Ce que je trouve intéressant au Stras, moi je ne fais pas partie du Stras, mais j'en connais, etc. Ce que je trouve intéressant avec leurs revendications, c'est qu'ils sont toujours restés sur les questions de droit du travail, de protection des prostituées, etc. Et ils n'ont jamais essayer d'enrober ça d'un discours la prostitution c'est fun. Et ça je trouve ça super bien parce que ils sont pas en train de vendre du rêve en disant c'est super cool la prostitution. Non, la prostitution ça peut être l'enfer sur terre, tout comme ça peut être une activité assumée, tout comme il peut y avoir des moments de sororité, tout comme il peut y avoir des moments drôles, mais des moments aussi où on en chie parce que le client est un connard, parce que plein de choses quoi. C'est dans ce sens là aussi où tout à l'heure cette espèce de nuance entre pays de oui-oui et marchandisation du corps, et qu'en fait non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que voilà, c'est pas du rêve, c'est pas fun, et je trouve ça très bien de la part du Stras d'être toujours resté sur des angles très 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 politiques à ce niveau-là, et de pas avoir défendu des conneries comme on a pu le faire nous dans le porno, en disant mais non, mais être actrice porno c'est trop fun. Être actrice porno c'est un taf. Avant tout, c'est un taf qui peut être très marrant, qui peut être très gratifiant sur bien des points, mais qui peut aussi, pour certaines, être dur. Et il faut accepter que c'est pas facile pour tout le monde. Voilà. Vous êtes consulté, vous êtes écouté, on vous reçoit dans les groupes de travail gouvernementaux, notamment récemment sur la pornographie et la protection des mineurs. Ouais. Vous êtes, y a beaucoup à faire Comment ça se passe? Il y a tout à faire. Ouais. Franchement, il y a tout à faire. Ouais. Il y a tout à faire parce qu'il faut d'abord faire comprendre quel est le mode de fonctionnement de consommation du porno, et ça les gens sont pas forcément au courant. Donc là je me base plus sur tout le travail de recherche que j'ai pu faire sur les tubes, dans Pornocratie, ce genre de choses, mais je pense que c'est important. Le problème c'est que très souvent dès qu'il est question de pornographie, mais à tous les niveaux, dans la société, que ce soit à travers le prisme de la protection de l'enfance ou du féminisme ou de la morale ou de je sais pas quoi, à chaque fois il y a les censeurs, les abolitionnistes, le porno c'est le viol, etc. C'est la marchandisation du corps, c'est l'exploitation de la femme, nanana, tous les discours qu'on connaît. Et de l'autre, il y a un côté un peu libertaire du cul,
où mais non, c'est la liberté d'expression, et nanana, et nanana, nanana. Et en réalité, les deux discours sont foireux. Les deux discours sont faux. C'est-à-dire, non, c'est pas le viol. Le viol, c'est quand il n'y a pas de consentement. Or, une actrice, elle est consentante, en général. Donc, faut bien replacer le truc. Le viol, c'est quand même... c'est pas un viol, c'est pas une agression sexuelle, il y a consentement. C'est pas la marchandisation du corps. Moi, j'ai toujours mon foie, mes reins, il n'y a pas de problème, j'ai toujours un corps entier, je ne l'ai pas vendu. Donc, il faut... D'un côté, il y a beaucoup, beaucoup de conneries, et de l'autre, cette espèce de discours de liberté d'expression à tout prix, il faut défendre le porno sur Internet à bloc, etc., etc., c'est un discours qui est sans nuance. Et résultat, en fait, on n'arrive pas à trouver cet entre-deux qui permettrait aux gens, effectivement, de regarder du porno s'ils veulent, aux femmes de tourner du porno si elles veulent, etc. Mais de se retrouver dans une situation où on n'est pas juste à un clic du pire, quoi. De pouvoir aussi poser des questions qui sont que par exemple, un enfant qui tombe sur quelque chose sur Internet, qu'est-ce qui se passe, quoi. Exactement. Ouais. Et je pense que, en fait, pendant très longtemps, les censeurs se sont servis de l'enfance pour essayer de faire interdire des trucs. On l'a vu dans les commissions du CNC, il y a des films qui ont eu des visas moins de 18, voire moins de 16 pour certains, parce que c'était au nom de la protection de l'enfance, alors que clairement c'était pas les enfants qui allaient voir le film en salle. Donc il y a eu, les enfants, ils ont eu bon dos sur bien des points. Le problème, c'est que là, pour le coup, on a un vrai problème de protection de l'enfance. Ouais. Là, c'est pas genre le film qui sort en salle, quoi. Là, c'est qu'on a des plateformes qui sont des robinets à porno, où il n'y a aucun contrôle d'âge, qui diffuse du streaming, qui héberge des millions de vidéos. En toute illégalité, d'ailleurs, comme vous le mettez bien en avant dans Pornocratie. En général, ils transgressent des règles qui existent. Ils transgressent des règles qui existent, puisque très souvent, c'est une grosse partie de contenu piraté, mais aussi, ils ne respectent pas la loi française qui interdit, très clairement, de laisser un accès libre aux mineurs. Ça, c'est quelque chose qui est juste interdit en France. Les vendeurs de DVD, les diffuseurs télé de porno, les vendeurs de journaux en bas de chez moi, enfin, tous ceux qui diffusent du contenu porno, ils respectent cette loi, sauf eux. Et personne ne fait rien. Le problème, c'est que pour faire quelque chose, encore faut-il le comprendre. Tout ça, encore faut-il comprendre. Donc voilà, mon rôle dans cette histoire, c'est des quelques rares fois où j'ai participé, soit à des groupes de réflexion, soit j'ai rencontré des gens, voilà. C'était essayer de leur faire comprendre quel est le mode de consommation du porno aujourd'hui. Le mode de consommation aujourd'hui, c'est 95% sur les tubes, du type YouPorn, Pornhub, Xhamster. Et pour les mineurs, c'est 70% sur les smartphones. Donc, le smartphone qu'ils emmènent à l'école, enfin au collège, le smartphone avec lequel ils sont tout seuls dans leur chambre. Et souvent on dit oui, mais pour les enfants ou les ados, il faut mettre à contrôle parental. Mon cul qu'il faut mettre à contrôle parental, c'est un smartphone. Donc le contrôle, c'est là-dessus que ça se passe. Et souvent les parents, ils sont complètement dans les choux en disant oui, mais j'ai mis un contrôle parental sur l'ordi du salon. Si, mais réveillez-vous. Comme s'il allait regarder YouPorn sur l'ordi du salon. Mais non. Mais voilà. Donc voilà. Alors on le voit, vous avez beaucoup enquêté, beaucoup étudié le milieu dans lequel vous avez commencé à évoluer. Vous avez fait beaucoup de documentaires. Alors je les ai tous vus pour préparer l'émission. Celui qui m'a le plus marqué, figurez-vous, c'est le premier qui a été diffusé sur une grande chaîne de télévision publique, Un rhabillage, en 2011. Vous explorez les tentatives de reconversion d'anciennes actrices du cinéma pornographique. Elles n'ont pas droit à l'oubli. Non. Elles ont beau décider de changer de vie, de changer d'image, ce qui semble pouvoir aller de soi pour n'importe qui, il leur est interdit de devenir une autre femme. La société les en empêche. Est-ce qu'on vous en empêche, vous ? Ouais, je pense oui, quelque part. C'est pas qu'on m'en empêche, mais c'est que je bosse beaucoup. Faut être clair, je bosse vraiment beaucoup, donc je dirais... Et j'ai quand même quelques personnes autour de moi qui sont bienveillantes. Si je regarde, même je vois au niveau du documentaire... Il y a des personnes parmi les diffuseurs, parmi les producteurs aussi avec qui j'ai pu travailler, il y a des gens qui sont bienveillants, mais je me fous pas de leur gueule, c'est-à-dire quand ils me font confiance derrière, quand ils me font confiance derrière, moi je bosse vraiment et j'essaie de faire quelque chose. C'est quoi, c'est les médias, c'est le grand public, mais je pense qu'on ne me permet pas. Après c'est vrai que je bosse, j'ai vachement publié, j'ai vachement écrit, donc quelque part. Heureusement que j'arrive à faire autre chose juste que... Mais j'ai eu des moments de désespoir dans ma vie, franchement, où je me suis dit, mais je sortirai jamais de cette image-là. Là, je parle d'il y a quelques années, mais je sortirai jamais de cette image-là.
le seul milieu finalement où je pourrais peut-être retourner bosser, c'est peut-être le milieu du sexe. Et moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais plus actrice, pourtant depuis un moment, où je me suis dit, mais je vais peut-être être obligée de devenir escorte ou je sais pas quoi. Et c'est des moments qui n'ont pas duré longtemps dans ma tête, mais ça a été des moments, enfin, je veux dire, pour que je me dise ça, c'est... Vous avez des ressources, vous avez une famille aimante, vous avez fait des études. Dans le documentaire, on voit des femmes dont on comprend bien qu'elles n'ont pas la même chance, quoi. C'est ça, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie. C'est que, effectivement, j'ai une famille aimante, voilà, je fais des études, machin, tout ça, et j'ai une structure mentale qui fait que j'arrive à peu près à être solide et à tracer mon chemin, et donc à force à avoir une vague reconversion, une reconversion professionnelle. Maintenant, il y a plein de nanas qui n'ont pas forcément cette structure-là, cette structure mentale à la base, qui n'ont pas forcément ce soutien-là, et qui ont fait ce qu'à un moment, je me suis demandé que j'allais pas faire, c'est-à-dire qui à un moment n'avaient plus de thunes, n'avaient plus rien, n'étaient plus actrices, et se disaient, je vais me prostituer parce que j'ai pas d'autre choix. J'en ai vu et c'est terrible, j'en ai vu... quitter le milieu du porno en disant j'ai un super projet et qui allait. J'en ai vu reprendre leurs études et se faire cramer. Il y en a une, j'en parlerai pas maintenant parce qu'elle est encore en bataille, mais il y a quelques mois, elle me contacte. Elle venait tout juste de reprendre ses études, c'était son rêve, le métier qu'elle voulait faire, elle faisait sa formation, etc. Tout se passe bien. Évidemment, au bout de quelques semaines, elle s'est faite cramer par des élèves, par d'autres étudiants. Un prof l'a su, le directeur l'a su, elle a failli se faire renvoyer. S'il n'y avait pas eu intervention de plusieurs personnes, elle se serait faite renvoyer manu militari, juste parce qu'elle avait été actrice. Donc ça veut dire que quand on a fait ça, finalement c'est pire qu'être pris de justice. On a une activité qui est légale, et malgré tout, c'est un motif suffisant pour nous discriminer, pour nous refuser un emploi, pour nous refuser des études. Moi, je trouve ça fou, quoi. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on est là à écarter les pattes, là, on nous dit « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, nanana, il faut que t'arrêtes. » Soit, qu'à cela ne tienne. Quand t'arrêtes, on nous dit de retourner écarter les jambes. Donc, en fait, c'est un truc, c'est un vrai piège. Et en fait, moi, je pense que ce dont j'avais pas conscience, c'était pas le fait d'être détestée, insultée tant que j'étais actrice. Ça, je le savais quand j'ai commencé. Ce dont j'avais pas conscience, c'est que le jour où j'allais arrêter, ce serait exactement pareil dans la tête des gens. Et que voilà, que ça change pas, quoi. Mais c'est aussi très très lié à l'explosion d'Internet, ce que vous racontez. Je crois que c'est dans ce docu que j'ai trouvé cette phrase. Je crois que c'est vous qui l'a prononcée, mais je suis plus tout à fait sûre. Avant, la personne qui te croisait dans la rue et que tu disais que tu avais vu dans un film, elle se sentait aussi gênée que toi. Ouais. Il y avait une forme de culpabilité partagée. La notion de transgression a volé en éclats. Il y avait quelque chose dans l'acte d'aller louer une cassette porno au truc du coin, de la regarder. Enfin, voilà, quand on disait tout à l'heure, ça se méritait. Là, aujourd'hui, c'est tellement en libre accès que tout le rapport entre le spectateur et le film et l'actrice a complètement été tordu. Bah, y a plus ça n'a plus rien de transgressif de regarder un film. En revanche, ça l'est toujours pour les actrices à l'écran. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a une déresponsabilisation de la part du spectateur. Avant, effectivement, quand on allait acheter son DVD ou sa VHS ou je sais pas quoi, ou qu'on attendait jusqu'à minuit et quart sur Canal, on était quelque part aussi responsable. Il y avait un espèce de truc un peu tacite entre le spectateur et l'actrice. Là, aujourd'hui, en fait, on ne se sent plus responsable puisque en général, quand une actrice se fait cramer, on fait juste un copier-coller du lien du site de streaming où on l'a trouvé. Donc, ce qui fait qu'en l'espace de 30 secondes, on a accès à sa vidéo, mais juste en copiant et en collant un lien qu'on fait circuler partout. C'est comme ça, par exemple, qu'a été cramée la fille dont je parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'ont été cramées d'autres filles qui étaient en reprise, en reconversion. Mais parfois sur des trucs, je veux dire, c'est pas forcément des filles qui tout à coup disent je veux devenir star de cinéma. Il y en a qui sont juste retournées secrétaire de rédaction. Il y en a une qui bossait en call center. Voilà, franchement, call center, c'est quand même pas le truc. Elle était commerciale au téléphone et tout, c'est quand même pas le truc où en plus le client nous voit pas. Bah, malgré tout ça, au bout de quelques semaines, elle est arrivée. Le lien a circulé dans tout l'open space et elle a été virée à cause de ça. Et le truc, c'est que c'est un motif suffisant pour virer. Mais non.
Ce qui est fou, c'est que ça n'est pas un motif suffisant. C'est complètement illégal de faire ça. Sauf que les filles, faut se mettre à notre place quand même. On en prend tellement plein la gueule tout le temps qu'il y a une forme de culpabilité aussi. Donc ce qui fait que quand, à force de nous dire qu'on est des moins que rien, qu'on vaut rien du tout, à partir du moment où on a fait ça, il faut bien comprendre que quand on se fait jarter de quelque part, on n'a pas envie de partir au combat pour essayer d'expliquer aux gens que non, on a une certaine valeur et qu'on ne mérite pas d'être viré et machin et tout. C'est aujourd'hui un petit peu plus, peut-être, mais je veux dire, la plupart du temps, quand ça arrive, la plupart du temps, quand les filles se faisaient virer, il y avait, dans Rhabillage, à un moment où on évoque la question d'une nana qui était assistante maternelle, qui s'est fait cramer par un père, qui avait bien dû se palucher, et elle a été virée parce que faut pas qu'elle s'approche d'enfants. Moi, je vais parler d'un truc hyper qui peut paraître hyper anodin, mais moi je me suis posé plusieurs fois la question ces derniers mois. Je me suis posé la question de la Greg. Alors la Greg, ça veut dire arrêter de bosser pendant 1 an et machin et tout, je disparais, vous me voyez plus pendant 1 an. Mais je me suis posé la question de la Greg, mais je me suis dit, mais même, et quand bien même, admettons, je consacre 1 an, voire 2 ans, si je le foire la première fois, je consacre 2 ans de ma vie à essayer de passer la Greg. Je suis pas sûre de l'avoir, mais admettons, je l'ai. Une fois que je l'ai, est-ce qu'on va vraiment me laisser enseigner ? Ça, c'est une vraie question, et je me dis, est-ce que j'aurais passé 2 ans à me faire chier à passer la Greg, qui est le concours le plus lourd de la Terre ? Est-ce que vraiment on me laissera à la fin enseigner ? Il y a quelque chose d'injuste, parce qu'en plus, à l'époque où vous avez été actrice, il n'y avait pas YouTube Porn. Donc les films que vous avez produits étaient destinés à être distribués d'une certaine façon. Tout a été craqué et mis en ligne. Complètement. Tout est là, complètement accessible, sans qu'à aucun moment, quand vous avez signé, ce soit une possibilité, quoi. Il y a certaines vidéos... Moi, je connaissais les scores des VHS. Il y a des vidéos qui sont très très bien vendues, mais il y en a qui avaient été faits, qui s'étaient beaucoup moins vendues, qui se vendaient parfois genre à 500 exemplaires, 1000 exemplaires, et qui aujourd'hui sont vus des millions de fois sur Internet. Moi, ça me fait halluciner de voir des films que j'ai moi-même oubliés, qui ont généré parfois des millions de vues. Je me dis, mais c'est complètement con. Mais même, et quand bien même, j'ai envie de dire, et quand bien même j'aurais été actrice au moment d'Internet, et quand bien même j'aurais eu conscience d'être vue par des millions de gens, et on ne mériterait pas ça, de toute façon. Alors, la banalisation du porno, vous en parlez dans votre deuxième documentaire qui date de 2014, qui s'appelle « À quoi rêvent les jeunes filles ?» Vous y parlez en fait de la normalisation de l'imagerie pornographique dans notre quotidien et de ce que cela signifie pour une génération de jeunes femmes qui passent leur temps à vérifier qu'elles sont bien en conformité avec ces images. Et il faut avoir un sexe parfaitement épilé, sans lèvres qui dépassent. Il faut pratiquer la fellation parce que c'est ainsi qu'on fait quand on est une femme hétéro. Le problème, encore et toujours, sont les injonctions. On retombe sur la même histoire en fait. En fait, à quoi rêvent les jeunes filles, c'est parti d'une interrogation. Si je me suis dit, est-ce que la génération des natifs numériques, est-ce que c'est une génération qui est plus libre ou plus opprimée que les précédentes ? Voilà, c'est parti de cette interrogation-là. Alors, spoiler, ça change pas. En fait, on n'est ni plus libre ni plus aliéné. C'est juste que les formes de domination évoluent et que la domination a différents visages, voilà. Mais c'est vrai que ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. C'est pas mieux, c'est pas moins, mais j'ai essayé de comprendre un peu tous les rouages. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le porno, c'est pas un truc isolé. Ça fait partie de tout notre environnement culturel. On retrouve les codes du porno partout, dans les jeux vidéo, dans les pubs, dans les clips. Vraiment, ça s'imprègne partout. Et en même temps, le porno n'est pas un élément isolé dans le sens où le porno est représentatif de la société. C'est tout le dilemme de la poule et de l'œuf. On ne sait pas ce qui était en premier. Est-ce que c'est le porno qui influence la société ? Est-ce que c'est la société qui influence le porno ? Le porno, en fait, il n'est pas partout pareil en fonction de la géographie, des époques. Le porno japonais n'est pas le même que le porno américain. Le porno des années 70 n'est pas le même que le porno de 2017. Ce n'est pas les mêmes pratiques, ce n'est pas les mêmes types de représentations. Le porno, il est globalement, pas tout évidemment, mais une partie du porno est globalement sexiste parce qu'on évolue dans une société sexiste et que c'est juste que c'est une forme de sexisme exacerbé.
on le montre un peu plus qu'ailleurs, on le sexualise. Donc les gens, ils sont un peu plus frappés par ça, parce qu'ils disent « Oh, elle se prend une gifle ». Mais finalement, c'est jamais que le reflet de ce qui se passe dans les rapports de genre au quotidien. Donc la culture du viol, elle n'est pas que dans le porno. La violence contre les femmes, elle n'est pas que dans le porno. La misère sexuelle, elle n'est pas que dans le porno. Enfin, je veux dire, la sexualité phallocentrée, elle n'est pas que dans le porno. Enfin, donc le porno se nourrit de la société, et la société se nourrit à son tour du porno. Donc voilà. Aquarelle et jeune fille, c'était pas une réflexion que sur le porno, c'était plus vraiment sur les nouvelles injonctions et les nouvelles normes en matière de sexualité qu'on peut retrouver, mais même dans les magazines ou même dans les blogs pubs, par exemple. Ouais. Alors, votre dernier documentaire, Pornocratie, donc dénonce les conditions de travail dans l'industrie du porno, complètement chamboulées, vous l'expliquez tout à l'heure, par l'arrivée du YouPorn et des tubes du porno sur Internet. Alors moi, il y a ce chiffre que je trouve édifiant. En 6 ans, l'humanité a regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de vidéos pornographiques. Ça me fait tomber de ma chaise d'entendre ce genre de données. Et dans ce docu, on ressent vraiment la division sexuelle du travail. Vous avez enquêté, vous êtes allé voir... des patrons qui produisent ces vidéos donc ils sont tous des hommes et des femmes quasi, des femmes qui travaillent et qui témoignent de leurs conditions de travail déplorables. Et finalement dans ce film-là, je trouve qu'on retrouve un peu vos premiers thèmes militants, un peu marxistes. C'est vrai. Non mais c'est vrai. On retombe dans cette. Non, mais quelque part c'est bon signe, ça veut dire que c'est cohérent parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit voilà, enfin franchement qui sont pas allés plus loin que le bout de leur nez en termes de réflexion, qui ont dit oui, elle critique le porno. Voilà, genre elle a fait du porno puis maintenant elle critique le porno aussi, mais ils sont complètement cons parce que finalement ce que je développe dans Porno Manifesto, c'est jamais que ce qui se passe là concrètement. Mais bon bref, donc oui effectivement il y avait une réflexion sur cette forme de sous-prolétariat, même si je sais pas si j'emploie le terme dans le film, mais qui est un sous-prolétariat du sexe qui est en pleine émergence. Vous parlez de ces jeunes femmes qui passent des heures à faire du chat pour 7,50€ la journée, enfin c'est des choses comme ça. Non ? C'est à peu près ça, ouais, effectivement. C'est vrai que quand on va dans les studios, moi j'étais allée dans un studio à Timisoara, c'était très loin des discours d'empowerment qu'on peut entendre à l'heure actuelle sur certaines camgirls qui effectivement sont épanouies dans leur taf parce qu'elles gagnent plus de thunes. Donc les camgirls, voilà. Juste pour bien situer, c'est de la prostitution en ligne qui passe par vidéo en fait. On peut pas appeler ça de la prostitution, il n'y a pas d'acte sexuel. Non, c'est du peep show plutôt en ligne. Moi c'est ce que j'appellerais plutôt du peep show. Peut-être qu'il y a certaines camgirls qui auront peur de ce terme-là, mais voilà, c'est un spectacle sexuel. On se masturbe devant un type qui paye à la minute. Donc pour moi c'est vraiment le même principe du peep show. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ces filles-là, on peut se dire bon, c'est bien, elles travaillent de chez elles sont leurs propres patronnes. C'est vrai, c'est pas vrai. En fait, il y a une forme d'ubérisation du travail, comme on voit dans tous les domaines. C'est-à-dire en fait que ces filles-là sont sur des plateformes qui n'ont aucun contact avec elles évidemment, et qui prélèvent directement à peu près en moyenne 60-70% de leurs gains. Donc c'est le principe d'ubérisation en fait, hein, je veux dire, on le voit bien. Donc je trouve intéressant d'avoir une réflexion à ce niveau-là, mais encore une fois qui aille au-delà juste du travail du sexe, qui soit une réflexion par rapport au travail, parce que en général le milieu du sexe ou le milieu du porno, surtout le milieu du porno en fait, il a très souvent été précurseur en plein de matières, même niveau technologique, etc. Ouais. Ça a souvent été à l'avant-garde de quelque chose. Pour moi, je vois ça un peu comme une forme de laboratoire. Il s'y passe des choses qui vont se passer un peu plus tard dans la société. Et je trouve intéressant de voir ça, de voir ce développement de tous ces travailleurs pauvres, etc. Parce que c'est jamais qu'une forme d'ubérisation exacerbée. 70%, c'est plus que ce que Uber prend sur ses chauffeurs. Je sais pas combien il prend Uber, peut-être 20%, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais je sais pas, je trouve qu'on devrait se poser la question de la gratuité aussi. On devrait se poser la question de toute la paupérisation de ce secteur. Je trouve pose question sur l'ensemble, quant à l'ensemble du monde du travail. Puis vu l'ambiance actuelle, on n'a pas l'air d'aller dans un sens, on va dans le sens là quoi. Ouais, non, on est dans une période où tout le monde trouve ça encore super fun, c'est la liberté d'être son propre patron et blablabla, et la liberté d'entreprendre, de supprimer les protections sociales. Oui, c'est vrai que c'est complètement dans l'air du temps.
Alors vous exprimez souvent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et l'une de vos prises de position, je m'en souviens, m'avait marqué. Il y a 2 ans, vous avez pris la défense de Clara Morgan, qui est une ancienne actrice porno, qui a été stigmatisée, moquée, enfin des choses difficiles à décrire tellement ça me donne envie de vomir, parce qu'elle attendait un enfant. En fait, c'est compliqué pour la société de comprendre qu'on peut, il n'y a pas la maman et la putain, cette dichotomie éternelle dont on ne se sort pas, vous pensez ? On ne peut pas se sortir de cette dichotomie, en tout cas on n'y est pas encore, ça c'est certain, et on peut vraiment pas être les deux à la fois, ça c'est sûr et certain. Clara, je crois qu'elle a commencé à annoncer sa grossesse, elle devait être enceinte de 5 mois, alors 5 mois en plus on est bien enceinte, on est dans une petite période de vulnérabilité et tout, et je pense que ça a dû être extrêmement dur pour elle, même si elle l'a pas admis, elle a dit oui ça m'est égal et tout, mais je pense que ça a dû être super dur pour elle d'être attaquée dans sa légitimité maternelle. En fait, faut être clair, hein, quand à partir du moment, enfin dans la tête des gens, à partir du moment où on a été une femme sexualisée, on nous ferme tout accès à ce qui constitue un peu les mamelles ou le pilier un peu de notre existence, c'est-à-dire l'amour. Voilà, les relations amoureuses nous sont pas interdites, mais en tout cas elles sont compliquées. Le travail, voilà, le travail, les passions, etc. On nous estime illégitimes dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit rémunéré ou non, hein, je veux dire, on est illégitime. Et la maternité. Parce qu'à partir du moment où on est une salope, on n'est pas censé être une bonne mère. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, à partir du moment où on a été actrice porno, on est forcément la dernière des traînées, on est le dernier des garages à bites, et que donc à partir de ce moment-là, on n'est pas censé être un bon modèle pour les enfants. Ça, c'est très conservateur, c'est une idée dont on se sort pas. Et Clara, c'est ce qu'elle s'est pris en pleine poire. Je me souviens quand les commentaires, mais c'était du genre... ah tiens, elle a découvert qu'elle avait un trou à cet endroit-là. Enfin, je veux dire, c'était lamentable, quoi. Et les gens qui commençaient à se permettre de juger ses capacités maternelles, je trouve ça dégueulasse. Alors, faut savoir que, effectivement, t'as énormément d'anciennes actrices qui ont une vie familiale et tout se passe bien, quoi. Et il n'y a aucune raison, parce que les enfants ne perçoivent absolument pas, enfin se construisent dans un univers où ils n'ont absolument pas conscience que leur mère a été sexualisée. Et quand ils le découvrent, j'ai envie de dire, toute l'éducation est déjà faite. Donc même si, admettons, ils le découvrent, j'ai quelques exemples en tête, hein. Une nana que je connais, son fils l'a découvert, il devait avoir 14 ans, il y avait eu 14 ans d'éducation avant. Donc de toute façon, même si dans la tête des gens on est les dernières des putes, lui pendant 14 ans il a eu une éducation, il est structuré, etc. Donc oui, sur le coup, ça va le faire chier parce qu'on va traiter ça de pute, etc. Mais voilà, l'éducation, elle est là. Donc, mais c'est vrai que en fait, souvent les gens, ils se transposent et ils se disent waouh, comment ça se passerait si je découvrais que ma propre mère est ouais. Donc enfin je veux dire, c'est pas possible en fait de faire ça marche pas. Ça marche pas. Concrètement ça marche pas, parce qu'en général les gamins ils ont été éduqués aussi avec certaines valeurs, des valeurs de tolérance, des trucs comme ça. Donc après c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on est forcément une bonne mère, mais c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on est forcément une mauvaise mère. On est juste une mère enfin voilà, je pense que ça dépend tout aussi de quel milieu on vient, dans quel milieu on a évolué, enfin c'est comme ça pour tout le monde, quoi. Vous avez une fille, vous ? Ouais. Est-ce qu'elle est féministe ? Est-ce qu'elle est animée de ces valeurs-là ? J'ai l'impression que la jeune génération à laquelle elle appartient est très à la pointe sur ces questions, beaucoup plus que la nôtre, en fait. Ouais, vraiment, et c'est pas moi qui lui fais un brainwashing, c'est vraiment. Vous allez avoir 2-3 bouquins à la maison qui traînent, j'imagine. Ouais, un peu, ouais. L'autre jour, elle s'est, enfin, je lui ai offert parce qu'elle me l'a demandé, c'est pas moi qui ai obligé, hein. Mais elle lisait la BD de Pénélope Bagieux sur Olympe de Gouges, elle est très grosse là. Ah génial. Non, c'est Catel. Je viens de la lire et c'est tellement génial, c'est génial ce truc, mais ça m'a accompagnée pendant une semaine entière, faut absolument le lire. Elle lisait ça à 11 ans. Et elle a lu aussi l'autre BD de Catel sur Joséphine Baker et tout. Génial. Non, je confonds avec Bagieux parce qu'elle a lu aussi Les Culottés, exactement. C'est une lecture féministe essentielle aussi. Donc non, mais c'est pas moi qui ai fait du brainwashing, mais c'est marrant parce que je sais pas, il y a 2 jours, on se baladait et puis il y avait un mec qui courait, qui était torse nu, puis elle regarde, elle dit... avec
Ma fille, c'est la plus misante du collège, je pense. Elle regarde, elle dit, je supporte pas ces types qui courent torse nu. Et j'ai dit, pourquoi? Elle dit, ah ouais, et puis nous, quand on porte un t-shirt qui découvre un peu trop le nombril, on dit c'est vulgaire. Ah bah voilà, et lui, il court torse nu. Je dis, c'est bien, t'as compris. C'est pas moi qui lui ai dit, je le jure. Mais elle a pigé toute seule, là, c'est bon. Elle a pigé le fonctionnement. Vous produisez, vous écrivez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Ma chambre à moi. Un espace où on vous fout la paix pour faire ce que vous avez à faire. Ouais. Pas assez à mon goût, parce qu'on est à Paris. Ouais. Et qu'on vit tous dans des cages à lapins. Ouais, oui, ma chambre. Moi, j'ai un bureau dans ma chambre. Mais ouais, non, j'aimerais bien. En ce moment, ça fait partie des choses qui me trottent un peu dans la tête. Malheureusement, tout le marché du travail est à Paris et c'est compliqué. Ouais. Mais moi, tout à l'heure, je disais en début d'émission que j'étais une pécorette. Moi, j'ai qu'une envie, c'est retourner dans ma cambrousse, quoi. C'est pas... Mais bon, pour moi, c'est compliqué. Et effectivement, si j'avais ma cambrousse, j'aurais mon espace de travail pour moi toute seule. Mais là, c'est compliqué. On en rêve un peu de ça. Oh, mais grave. Ouais. Super envie de ça, moi. Et vous venez de tourner, on en parlait avant d'allumer les micros, vous venez de tourner un documentaire qui se passe en Suède. Vous avez donc, j'imagine, beaucoup voyagé, passé plusieurs mois là-bas. C'est facile à organiser dans votre quotidien avec En fait, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, c'est-à-dire à chaque fois, j'essaie de... les tuyaux de mer, quoi. J'essaie de me barrer le plus souvent au moment des vacances, des choses comme ça. En général, quand je vois la Toussaint, c'est super, je sais que je tourne à la Toussaint. Ou quand je vois la semaine avant Noël ou ce genre de truc, à chaque fois, j'essaie de privilégier ces moments-là. Après, oui, ouais, on s'organise plutôt bien, surtout que en fait, je parle de moi, mais moi, vu que ma mère travaillait énormément, enfin que mes parents travaillaient énormément quand j'étais petite, c'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de nounous et tout ça, et moi, ça m'a un peu, pas traumatisée, mais c'était quelque chose qui... franchement, si j'ai que ça comme traumatisme d'enfance, ça va, mais je veux dire, c'est un des trucs dont j'ai un peu souffert. Je me souviens de me dire, putain, mes parents, ils rentrent qu'à 20h et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Donc j'ai toujours... effectivement, il y a des moments où je pars en tournage, mais sinon, le reste du temps... je me suis toujours démerdée pour être maximum à 17h à la sortie de l'étude, ou ce genre de truc, quoi. Je me suis toujours démerdée pour ça. Et j'ai jamais pris de nounou, justement, pour essayer d'être... Waouh. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, la chambre à soi, là. C'est pour ça, je travaillais un max en journée. Quand j'écris, je peux travailler un max en journée. Puis après, quand je pars en reportage... Mais quand on part en tournage ou en reportage, c'est finalement... Si je regarde sur un an, là, j'ai fait le calcul, parce que je commençais à culpabiliser en me disant « Merde, cette année, je suis vachement partie. » Et en fait, si on met tout bout à bout, cette année, en Suède, j'ai tourné 25 jours, étalé sur toute l'année. Et quelque part, je me suis dit, c'est vrai, je culpabilise, 25 jours, c'est vachement long et tout, mais bon, 25 jours sur 365, c'est pas tant que ça, en fait. Donc je me dis, bon, allez, ça va, je suis pas une mère indigne. Mais ouais, j'essaie de m'organiser pour être la plus présente possible à la maison. Mais c'est vrai qu'à côté, je sors pas, je sors jamais, enfin, voilà. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, pour moi, c'est la houppette, c'est la poudre parfumée de ma grand-mère, c'est la houppette. Mais je sais pas, justement, je me suis posé la question tout à l'heure en venant dans le métro, je me disais, mais pourquoi ça s'appelle la poudre, en fait ? Pourquoi ça s'appelle la poudre ? Eh ben, parce que justement, chaque personne en a une vision, une interprétation différente. Bah alors, il n'y a pas 36 000 trucs, en fait. Ah, il y en a pas mal, hein. Ouais, quand même. On commence à avoir un bon c'est tour vrai d'horizon. Ah, pour moi, c'est la grosse houppette, ça c'est clair. Ça peut être la poudre à canon, ça peut être des choses un peu plus violentes que sûr. ça. Non, mais moi, c'est marrant, parce que quand on dit poudre comme ça, mais je sens presque l'odeur, quoi, de cette poudre-là. D'ailleurs, elles sont moins parfumées qu'avant, maintenant, je trouve. Mais je sens presque l'odeur de ce truc. Bon, bah merci beaucoup, Ovidie. Merci à Ovidie d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre.
La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perle. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la Fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein ? À plus !